Attention. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a urgence, Monsieur le Premier ministre, urgence face à la crise économique qui fracture notre pays et qui risque de condamner de nombreux secteurs pendant de longues années. Urgence face à la crise sociale qui découle de la crise économique et qui menace de gronder à la rentrée de septembre. Urgence face à la crise écologique qui, plus que jamais, met en danger nos écosystèmes et bouleverse nos modes de vie. Le confinement a mis en lumière les enjeux liés à la relocalisation de la production, à un changement de manière de nous déplacer, de travailler, de consommer. Et pour un grand nombre de nos concitoyens, Monsieur le Premier ministre, il a aussi agi comme révélateur des inégalités pour le logement, de la précarité de ceux qui occupent ces métiers exposés au coronavirus et qui ont été les premiers tranchés. Toutes et tous, cependant, ont exprimé un besoin de proximité, de solidarité et de République. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale aurait dû démontrer que le gouvernement se mettait en mode urgence. Je crois qu'il n'en a rien été et vous avez décidé de prendre votre temps, un peu trop à mon goût, en reportant à septembre ce qui peut être fait aujourd'hui et en laissant de nombreuses questions sans réponse. Chaque jour perdu accroît la facture et la fracture dans notre pays. Agir vite est une nécessité ressentie par toutes et tous, en France comme en Europe. La chancelière allemande, mercredi dernier, déclarait devant le Parlement européen, je la cite, que nous ne pouvons pas perdre de temps et que la profondeur du déclin économique nous pousse à nous dépêcher, elle qui a une réputation pourtant de lenteur. Agir vite en répondant aux trois urgences économiques, sociales, écologiques, car ce sont elles qui conditionnent notre avenir commun. Pour être efficace, un plan de relance doit traiter ces trois urgences en même temps sans les hiérarchiser. Or, Monsieur le Premier ministre, ces urgences ne sont manifestement pas les vôtres. Je voudrais tout d'abord parler de la situation de la jeunesse. Pour la prochaine rentrée scolaire, le Président de la République a beau avoir affirmé hier qu'elle serait, je le cite, la plus normale possible et que tous les élèves seraient accueillis le 1er septembre, il ne s'est toutefois pas prononcé sur le modus operandi, qui est tout de même ce que les parents attendent pour le 1er septembre. Enfin, en cas de reprise de l'épidémie, il a évoqué la nécessité de continuité pédagogique sans, là non plus, en indiquer les modalités. Mais vous non plus. Et c'est ce que nous attendions aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les 12,4 millions d'élèves et leurs familles, de savoir ce qui va se passer le 1er septembre. À l'université, 35 000 étudiants supplémentaires par rapport à l'année 2019 sont attendus. Nous sommes inquiets sur l'offre de formation qu'elles vont pouvoir proposer et à l'adéquation de cette offre avec le projet de chaque étudiant et de chaque étudiante. Nous sommes inquiets sur les conditions d'accueil des étudiants dans le respect des règles sanitaires. Nous sommes inquiets surtout face au risque d'aggravation de la précarité étudiante, face aux problèmes de logement et face à la faiblesse des aides proposées par l'État. Monsieur le Premier ministre, 700 000 jeunes, vous l'avez dit, vont arriver sur le marché du travail et il est crucial d'éviter qu'une génération Covid ait à débuter sa vie professionnelle par du chômage. Je reconnais que vous avez fait des annonces pour que les entreprises soient incitées à recruter, mais vous n'avez à ce stade pas débloqué le budget. En revanche, vous ne mettez en place aucun filet de sécurité pour cette jeunesse qui n'a droit ni au chômage, parce qu'elle n'a pas travaillé avant, ni au RSA, parce qu'elle n'a pas 25 ans, ni même à l'aide à la recherche du premier emploi que nous avions créé sous le précédent quinquennat, que vous avez supprimé en 2019 et qui représentait pour les étudiants jusqu'à 550 € par mois. Monsieur le Premier ministre, à cette urgence-là, à ce filet de protection pour les étudiants, vous n'avez mis aucune proposition sur la table. En matière économique et sociale, de nombreuses craintes se font jour également pour la rentrée de septembre. D'abord, des craintes sur le pouvoir d'achat des ménages. Sur ce sujet, vous ne proposez quand même pas grand-chose. Or, l'économie française, telle qu'elle est structurée aujourd'hui, repose à 60% sur la consommation intérieure pour se relancer. Votre priorité et celle du gouvernement aurait donc dû être de soutenir le pouvoir d'achat des ménages pour relancer la consommation et l'investissement. Nous avions proposé, le groupe des députés socialistes et apparentés, une aide directe aux familles de 300 € par mois, majorée de 100 € pour les enfants et pour tous les allocataires des minima sociaux. Vous l'avez refusé. Pourtant,
L'Allemagne, dans son plan de conjoncture, l'a fait le 3 juin dernier. Il existe une épargne forcée des ménages qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros selon la Banque de France. Là encore, vous ne proposez aucun mécanisme innovant pour la mobiliser. Sans cette mobilisation, la reprise manquera de carburant. Ensuite, des craintes sur le chômage. À l'aune des annonces qui peuvent être faites ou des prévisions pour septembre, la réforme de l'assurance chômage portée par votre prédécesseur et la majorité aura un effet plus désastreux et explosif encore. Cette réforme essentiellement comptable, dont l'objectif est de faire des économies au détriment de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, aura un effet dévastateur sur l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, engagez-vous à l'abroger. Faites cette proposition aux partenaires sociaux vendredi prochain et je suis sûre qu'ils vous diront banco. Enfin, des craintes sur la situation de nos petites et moyennes entreprises. Actuellement, il est prévu que la date de paiement des cotisations des entreprises puisse être reportée jusqu'à 3 mois. Comment vont-elles, en septembre, pouvoir s'acquitter du paiement de leurs cotisations face à une activité économique qui n'a pas repris son cours normal? Les inquiétudes sur cette question sont tellement importantes qu'il ne faudrait pas qu'elles se transforment en prophéties autoréalisatrices. Sur ce point, vous n'avez fait, là non plus, aucune proposition. Au-delà de la question des cotisations, de nombreuses PME accuseront en septembre le choc de 6 mois de conjoncture économique dégradée, et ce, malgré la mise en place de l'activité partielle. Cela fait craindre des faillites en série et avec elles de nombreux licenciements. Or, Monsieur le Premier ministre, les PME sont les grandes absentes de votre plan de relance ou des annonces que vous avez formulées aujourd'hui. Il n'y a rien pour elles. Il y a eu l'activité partielle pour tout le monde, il n'y a rien pour les PME. Dans les plans sectoriels, que ce soit pour l'aéronautique ou pour l'automobile, vous vous adressez aux donneurs d'ordre, aux chefs de file, mais pas aux PME. Monsieur le Premier ministre, ce ne sont là que quelques exemples des questions qui se posent et qui, au final, concernent des millions de Français qui subissent de plein fouet l'incertitude liée à l'absence de plan d'ensemble pour la relance. On ne peut affronter une telle crise avec des rustines. Il faut un plan massif, global et porteur d'une vision qui soit à la fois stimulante pour notre futur commun. Au lieu de cela, le Président de la République et vous-même nous parlez réforme des retraites dont tous les partenaires sociaux vous ont dit, comme nous vous l'avons dit, que ce n'était pas l'urgence du moment, ou encore, comme vous nous l'avez proposé tout à l'heure, la réforme du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur le Premier ministre, avec de telles propositions, vous êtes à contretemps de l'urgence. Ce qui est attendu d'un gouvernement responsable est qu'il mette sur la table son plan de gestion d'une éventuelle reprise de l'épidémie que nous ne souhaitons évidemment pas et qu'il fasse une véritable relance qui trace des perspectives. Sans ces deux leviers, vous rendez le pays et les Français prisonniers d'une crainte anxiogène. Monsieur le Premier ministre, vous partagez aujourd'hui avec le Président de la République la responsabilité non pas de nous faire vivoter, mais de nous permettre de vivre, c'est-à-dire de permettre à chacune et à chacun d'assurer son quotidien et d'avoir des perspectives. Une crise comme celle du coronavirus ferme brutalement les perspectives. Tout d'un coup, on est confronté à un écran noir. C'est brutal, c'est douloureux, c'est injuste. Une crise comme celle du coronavirus a eu en plus comme conséquence pour nombre de nos concitoyens de se demander comment ils allaient pouvoir continuer à se nourrir et à nourrir leurs enfants. Surmonter cette crise ne peut se faire dans l'immobilisme en colmatant les brèches. Surmonter cette crise nécessite de franchir un cap dans notre modèle. Il est d'ailleurs intéressant de constater que certains de nos partenaires européens se sont positionnés dans cette dynamique. Ainsi, l'Espagne vient de mettre en œuvre en moins d'un mois le revenu de base. L'Allemagne, avec son paquet de conjoncture de 130 milliards d'euros, a opéré une mue doctrinale impensable il y a encore quelques mois en plaçant la relance de la demande comme axe numéro 1 de sa politique économique, contrairement à tout ce qu'elle a fait depuis 50 ans. Et pour nous, eh bien rien du tout. Le Président de la République se contente de changer de Premier ministre, mais dans le fond, pour continuer comme avant. Monsieur le Premier ministre, soit vous continuez comme avant et notre pays ne se relèvera pas, soit vous acceptez de franchir un cap. Pour nous, ce cap, nous avons fait 45 propositions dans le plan de rebond pour résoudre ces 3 urgences. Oui ou non, Monsieur le Premier ministre, acceptez-vous enfin de lancer la prime climat que nous défendons sur ces bancs avec mes collègues Bricout, Vallot et l'ensemble du groupe des députés socialistes et apparentés?
Cette prime, vous le savez aujourd'hui, il y a des subventions pour rénover son logement. Mais ces subventions couvrent 30% du coût de ces rénovations. Si vous ne pouvez pas payer les 70% restants, vous ne faites rien. Eh bien, cette prime climat, c'est un mix entre des subventions et une avance remboursable. Elle fera baisser de 500 € en moyenne la facture énergétique des ménages. Elle diminuera les émissions de CO2 et elle créera de l'activité économique pour le bâtiment qui, comme chacun sait, n'est absolument pas délocalisable. De l'activité économique ici, Monsieur le Premier ministre. Oui ou non, acceptez-vous un plan stratégique pour notre pays autour de 4 secteurs clés que sont l'agriculture, la santé, les transports et l'énergie? Si oui, le retour du commissariat au plan que l'on annonce ne doit pas devenir une entreprise de recasage de personnalités en mal de responsabilité. Il faut passer en mode république de la créativité et de l'imagination, en remettant des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens dans les rouages décisionnaires de l'État, en assumant la prise de risque inhérente à l'investissement et en donnant de la liberté aux territoires, et je pense notamment aux territoires ultramarins. Oui ou non, acceptez-vous de soutenir la proposition de loi que nous avons déposée pour protéger nos PME des investisseurs hors Union européenne? Tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, vous avez regretté que certains de nos fleurons industriels, je vous cite, et technologiques soient passés sous pavillon étranger sans que nous puissions ou souhaitions réagir. Mais cette inaction, c'est celle de votre majorité. Nous vous avions proposé que pour chaque rachat, il y ait une autorisation de Bercy. Pas un refus ou une acceptation, juste une autorisation. Vous avez refusé, j'espère que vous reviendrez dessus. Oui ou non, acceptez-vous une conférence de financement de la crise? Aujourd'hui, vous faites reposer toutes vos dépenses sur la dette, ce qui revient à tout reporter demain. Nous estimons que, vu la gravité de la situation, il doit y avoir une contribution des plus aisés, ce que d'ailleurs certains d'entre eux ont demandé la semaine dernière. Cela passe pour nous par le rétablissement de l'ISF ou encore la suppression de la flat tax. Oui ou non, acceptez-vous de conditionner les aides de l'État versées aux entreprises dans le cadre de la crise? Vous allez me dire que le gouvernement a demandé aux entreprises de s'engager à ne pas verser de dividendes, mais ça n'a rien de contraignant. Oui ou non, acceptez-vous la mise en place de la gratuité des masques pour tous? Depuis le 11 mai, les masques sont devenus partie intégrante de nos vies et on le voit dans cet hémicycle. Ils le seront encore plus les prochaines semaines puisque le président de la République a annoncé hier que les masques seraient obligatoires dans les espaces clos à compter du 1er août. Pour que l'accès aux masques et leur renouvellement ne dépendent pas du pouvoir d'achat de chaque ménage, il convient d'en assurer la gratuité pour tous, évidemment de manière organisée. Enfin, un dernier mot, parce que j'ai été surprise, Monsieur le Premier ministre, que l'Europe soit la grande absente de votre déclaration de politique générale. Certes, le président de la République a été à l'initiative, avec l'Allemagne, d'un pas majeur, je le dis sincèrement, d'un pas majeur pour un mécanisme de solidarité via l'emprunt que vont mener l'ensemble des États, que l'Union européenne va mener pour l'ensemble des États. L'Europe s'est construite sur la crise majeure qu'a représentée la Seconde Guerre mondiale. Et chaque crise lui fait passer un nouveau cap. Celle-ci doit aussi lui faire passer un nouveau cap. Monsieur le Premier ministre, il faut réformer la concurrence en Europe. Sinon, on ne pourra jamais relocaliser l'industrie des entreprises dans notre pays. La concurrence, c'est aujourd'hui l'alpha et l'oméga au sein de la Commission européenne. Ça doit changer. Et il faut que là-dessus, votre gouvernement puisse prendre des initiatives importantes. Enfin, Monsieur le Premier ministre, vous nous demandez de vous accorder votre confiance. Au-delà de tout ce que je viens de dire, il y a 3 points qui font que nous ne pouvons pas vous accorder notre confiance. D'abord, le président de la République a parlé d'union nationale. Et vous avez dit aujourd'hui vouloir tendre la main aux représentants de la nation pour qu'ils puissent s'impliquer dans l'œuvre de reconstruction. Mais l'union nationale ne se décrète pas, Monsieur le Premier ministre, elle se construit. Or, la déclaration de ce jour continue à refléter une démarche verticale du pouvoir, ce qui est le contraire, à nos yeux, de ce qui serait nécessaire aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que votre déclaration ne contient pas de propositions innovantes susceptibles de donner l'élan dont notre pays a besoin. Surtout, elle ne se nourrit pas de ce que pourraient lui apporter les oppositions, mais au-delà de ce qu'elle pourra apporter la société civile. Enfin, la politique que vous présentez aujourd'hui continue à rester injuste, à l'image de celle qui a été menée depuis le début du quinquennat. Vous n'envisagez pas de limiter les dividendes, ni refuser de mettre les plus aisés à contribution.
Nous estimons que la solidarité doit être le maître mot de ce plan de relance. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Premier ministre, nous ne pourrons que nous positionner contre la politique que vous annoncez. C'est une évidence et c'est pour cette raison que nous ne vous accorderons pas notre confiance. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.